Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où l'excitation est en train de grimper petit à petit parce que demain, enfin, les Bulls retrouvent les parquets. On est le 10 décembre, ça fait 9 mois pile depuis le dernier match des Bulls, le dernier match officiel puisque c'était le 10 mars face à Cleveland. Une victoire des Bulls ce soir-là avec la première titularisation de Kobe White à la main dans sa carrière NBA. Et depuis, voilà, 9 mois plus tard, on se retrouve là à être excités comme des puces pour un match de pré-saison demain soir face aux Houston Rockets sans James Harden. Mais bon, ça on s'en balance, hein, c'est pas notre problème. Euh, Match à 2 heures du matin dans la nuit de vendredi à samedi, live tweet, donc soyez là, hein, on va suivre ça ensemble sur le compte Twitter. Euh, et voilà, enfin on y est, tu vois, j'ai sorti le t-shirt spécial pour l'occasion, le cri de ralliement des Bulls de l'époque. Quelle heure il est? L'heure du match. Enfin presque, hein, c'est demain soir, mais presque, on y est là. On le sent presque. Euh, et voilà, c'est bien parce que ça fait 9 mois qu'on n'a pas joué, qu'on est excité pour un match de pré-saison, quoi. Mais aussi parce que il y a eu tellement de changements et l'équipe sera tellement différente par rapport à il y a 9 mois que ça va valoir le coup d'œil et il y aura beaucoup de choses à, à observer dans ce match-là. Parce que c'est clair que si demain soir on avait encore Jim Boylen sur le banc, c'est sûr que on serait pas excité du tout à l'idée de revoir les Bulls fouler les parquets, hein. Ça c'est clair et net, faut se le dire tout de suite. Donc beaucoup de choses à observer pour ce match-là demain soir. Et on va observer justement tout simplement ce que les Bulls nous ont dit lors des interviews la semaine dernière dans le Media Week, dans la première semaine des entraînements. D'ailleurs, toutes les interviews sont à retrouver traduites hein, sur mon site. Il y a du Zach LaVine, du Satoransky, du Wendell, du Markkanen, du Kobe White, du Gafford, il y a du Thaddeus Young, etc. Il y en a 12-13 à peu près, toutes disponibles, intégralement traduites en français sur le site. Donc allez faire un tour pour voir un petit peu tout ce qui a été évoqué. Et on va y revenir. Et notamment sur, déjà offensivement, toute la différence offensivement, parce que désormais avec Billy Donovan à la baguette, on espère observer une attaque avec beaucoup plus de mouvement. C'est en tout cas ce que les Bulls veulent mettre en place. Alors évidemment, dès demain soir, ça va être un petit peu compliqué, c'est le premier match de pré-saison, ça viendra au fil du temps, mais déjà demain on va quand même essayer d'observer de l'amélioration au niveau du mouvement de balle, et voilà l'importance qui est donnée aux joueurs sans ballon. C'est-à-dire que là, le joueur qui aura le ballon va avoir beaucoup de solutions autour de lui, avec notamment par exemple, comme Wendell Carter l'avait souligné, où lui va se retrouver tête de raquette au niveau de la ligne des lancers francs, balle en main, et à ce moment-là, soit si il voit qu'il a l'avantage de taille ou de vitesse sur son vis-à-vis, il va aller attaquer le cercle. Et ensuite, ça va se jouer en fonction du mouvement autour de lui. Si tu as un des ailiers qui est calé au niveau de la ligne à 3 points, ligne de fond, qui fait un cut au cercle et qui se retrouve seul, tu peux lui filer la balle. S'il y a des screens tête de raquette pour libérer des shooters à ce moment-là, voilà, pour démarquer, etc. Des pick and roll, des pick and pop. Euh, voilà, la principale nouveauté dans l'attaque que veut mettre en place Donovan, c'est voilà, un maximum de solutions proposées aux porteurs de balles. Parce que trop de fois l'année dernière, Zach LaVine était le principal manieur de ballon, mais il n'y avait personne autour pour bouger, et c'est pour ça que LaVine prenait autant de shoots, et parfois des shoots où tu te disais mais pourquoi il shoot? Mais c'est parce que tout simplement il y avait personne autour de lui qui se libérait, qui lui proposait des solutions. Donc après, comme LaVine est un des rares dans l'équipe qui est capable de se créer son propre shoot, et ben il se démerdait comme il pouvait. Mais c'est vrai que c'était pas toujours glorieux. Donc voilà, on va essayer de, de faire en sorte d'avoir beaucoup plus de mouvements et de solutions pour le porteur de balle, et notamment pour Kobe White, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu la semaine dernière dans toutes les interviews que Kobe White serait le manieur principal de ballon, et que beaucoup de choses allaient passer par lui, mais voilà aussi le fait que tout le monde soit en mouvement, tout le monde soit capable de bouger, de proposer des solutions. Ça va aussi le soulager offensivement, parce que même s'il va faire énormément de progrès, même si tout le monde dit qu'il a déjà fait beaucoup de progrès là pendant l'intersaison, et qu'il est capable d'assurer la main, de prendre des décisions, etc. Il y a forcément des moments où il va faire des erreurs, et c'est normal, c'est que sa deuxième année, et c'est la première année où il va vraiment occuper le poste de meneur avec la balle en main et des responsabilités, des systèmes à mettre en place.
C'est normal qu'il fasse des erreurs, on devra vivre avec. Mais le fait que voilà, d'autres joueurs soient capables de porter le ballon, que tu puisses mettre des systèmes en place où la balle passe par le pivot et ensuite, en fonction de ce qui se passe autour de lui, le jeu se met en place comme ça peut soulager Kobe White aussi qui n'aura pas à gérer la main en permanence. Donc voilà, ça va passer par d'autres mains, ça va passer par d'autres solutions, des cuts, etc. Donc ça va être voilà ce qui va être à observer au niveau du jeu offensif. Et c'est vrai qu'au niveau de la progression de Kobe White et de la main, franchement, je vous invite à lire l'interview de Satoransky que j'ai traduite parce que Satoransky, quand on lui parle de la concurrence entre lui et Kobe White à la main, il dit absolument pas, il mérite totalement. Déjà en fin de saison l'an dernier, moi je galérais un peu et Kobe White il était en feu à ce moment-là donc il méritait totalement d'être titulaire. Là cette année, il a beaucoup bossé sur son leadership, il est beaucoup plus vocal, il parle beaucoup plus pour voilà mettre les choses en place, il est beaucoup plus leader et il mérite totalement d'être titulaire. Quel joueur dit ça? Je veux dire, faut quand même, tu vois, tout le monde a son ego en NBA. Va en trouver des mecs comme Satoransky pour dire non, non, c'est normal que je perde ma place pour un kid de 20 ans qui soit titulaire. Ça arrive très rarement. Et pour ça, respect ultime, tu vois. Des mecs comme lui, comme Derrick Rose qui dit Kylian Hayes, il arrive et c'est lui qui va être le meneur titulaire et moi je vais juste l'aider à progresser. C'est génial d'avoir des gars comme ça. Moi je préfère largement des Satoransky et des Derrick Rose qui ont des discours de ce style plutôt que bah, par exemple comme c'est le cas en ce moment James Harden qui fait sa diva etc. Même si c'est des situations différentes évidemment. Mais voilà, en termes de créer une cohésion d'équipe, parce que tu sais, euh, t'as plein de joueurs, tu leur dis, bah voilà, tu perds ton poste au profit d'un mec qui débarque, qui a 20 ans et qui va prendre les responsabilités. Ça peut foutre le bordel dans un vestiaire, mais pas avec des Satoransky, pas avec des Derrick Rose qui sont là pour, voilà, qui savent très bien que, que, que voilà, c'est bénéfique à l'équipe et donc eux ils ferment leur gueule, ils pensent pas que à leur gueule justement. Donc franchement, Satoransky, chapeau pour ça et j'en attends aussi beaucoup de Satoransky en tant que leader. Dans la seconde unit. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à observer offensivement, mais également défensivement. Et là, on va développer un petit peu plus parce que donc, pareil, quand vous voyez les interviews de Zach LaVine, de Tadeusz Young, de Daniel Gafford, ils sont tous extrêmement contents de ne plus faire le blitz pour défendre le pick and roll et de plus faire du drop. Alors je vais revenir un petit peu sur tout ça, expliquer un petit peu pour ceux qui connaissent pas trop les nuances, etc. Euh, donc les Bulls vont pratiquement abandonner le blitz. Enfin, en tout cas, ils vont beaucoup moins le pratiquer que ce que c'était le cas l'an dernier. Alors qu'est-ce que c'est que le blitz? Donc sur les situations de pick and roll, c'est pratiquement donc tu as le meneur adverse balle en main qui est tête de raquette, donc notre meneur à nous qui défend sur lui, et tu as notre intérieur, principalement notre pivot, hein, qui vient en aide et faire une sorte de prise à deux sur le meneur tête de raquette avec les mains actives pour essayer de gêner sa vision au maximum et lui faire provoquer bah, des pertes de balles, des mauvaises décisions, des passes un petit peu hasardeuses. Et à ce moment-là, il y a un ailier qui vient, qui voit une passe, qui l'anticipe, qui vient, récupère la balle et part tout seul en contre-attaque. C'est vrai que c'est une technique qui a pas mal marché l'an dernier et c'est pour ça que les Bulls faisaient partie des bonnes défenses de la ligue l'an dernier. Parce que voilà, tu étais capable de provoquer des erreurs de la part du meneur adverse, de les anticiper et de les exploiter au maximum, donc en interceptant la balle sur les mauvaises passes qu'il allait faire, et ensuite en partant marquer des points en transition. C'est pour ça que les Bulls étaient numéro 1 aux interceptions l'an dernier, numéro 1 aux pertes de balles provoquées à l'adversaire, numéro 1 de toute la ligue, hein, et numéro 1 et de très loin aux points inscrits en contre-attaque. Et ça comblait aussi pas mal le fait que vu qu'on avait une attaque sur jeu placé qui était absolument cataclysmique avec pas de mouvement, etc., bah, plus on marquait des points en contre-attaque et mieux ça allait. Mais après, ça compensait pas totalement, quoi. Ça nous aidait bien, ça nous soulageait offensivement. Mais après, dès qu'on se retrouvait sur des situations de jeu placé, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Le problème, bah, déjà, c'est qu'on faisait ça très souvent, trop souvent. Et donc, bah, c'était facile à anticiper pour la défense adverse qui jouait plus vite et du coup bah, arrivait à trouver le pivot adverse qui du coup était laissé tout seul
pour des paniers faciles près du cercle. Et si ce pivot se retrouvait avec la balle et qu'un ailier venait pour venir aider, et du coup il laissait son gars tout seul derrière la ligne 3 points dans le corner, et du coup ce mec-là était servi et rentrait ses shoots. Parce que voilà, le fait de faire cette défense-là, le blitz, si l'équipe adverse s'ajuste et arrive à trouver des solutions, bah donc soit tu as le joueur adverse qui se retrouve seul sous le cercle, le pivot adverse, donc un des shoots les plus recherchés au basket sous le cercle, soit à ce moment-là le pivot revient, mais du coup ça l'oblige à faire des allers-retours en permanence, et bah, au bout d'un moment tu fatigues, et tu fais des fautes bêtes, et c'est pour ça que tu avais souvent Gafford ou Wendell Carter en problème de faute rapidement dans les matchs. Et ensuite, soit donc ils revenaient et ils arrivaient à couvrir, ou soit s'ils revenaient trop tard, tu avais un ailier qui venait pour compenser, pour aider, ce qu'on appelle aider celui qui aide, donc l'aide à l'aide. Mais voilà, ça libère le mec tout seul à 3 points. Et là, c'est un autre shoot extrêmement recherché au basket. Le shoot à 3 points, seul dans le corner. Donc voilà, les shoots les plus... On considère beaucoup de ces shoots-là. Et c'est pour ça aussi que bah, même si on créait beaucoup de balles perdues, bah, si la défense adverse battait cette prise à deux au départ, derrière, on se retrouvait en situation de 3 contre 4 en infériorité numérique et on avait du mal à compenser. Et après voilà, quand tu avais des joueurs comme Chris Dunn ou Shaq Harrison qui sont des vraies sangsues défensives, ça aide à pratiquer ce genre de défense là. Mais avec le départ de ces deux joueurs là, c'est mieux de passer sur une défense en drop où il y a moins où donc le pivot vient moins aider et faire de prise à deux. Et après ça se joue plus avec des switches, et là il faut que la communication entre les joueurs des Bulls, entre les deux joueurs qui sont impliqués dans le switch, soit pour ensuite reprendre son joueur, soit pour justement annoncer que tu prends l'autre joueur qui part soit en roll, soit en pop. Voilà, ça se joue sur la communication et le timing de la communication. À quel moment dire, voilà, moi je suis celui-ci, je prends celui-là, etc. Et c'est pour ça que les Bulls veulent beaucoup de joueurs avec une grosse versatilité défensive qui soient capables de garder plusieurs postes, ou les deux joueurs qui sont impliqués dans le pick and roll soient capables de prendre les deux joueurs adverses, de dire bon bah voilà, moi j'ai la capacité de prendre celui qui va au cercle et de le bloquer physiquement, ou je peux suivre celui qui reste au large et je peux défendre sur lui aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'un gars par exemple comme Patrick Williams, il a les capacités de se régaler sur ses défenses en drop sur les pick and roll. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne totalement le blitz, on va probablement le faire sur certaines séquences, mais de manière beaucoup moins prononcée que l'an dernier, parce que l'an dernier c'était beaucoup trop fréquent, tu vois, c'était presque, on faisait que ça, quoi. J'extrapole un petit peu, on faisait pas que ça, mais c'était beaucoup trop souvent le cas, et donc voilà, trop visible à lire pour la défense adverse, pour s'adapter, et notamment en fin de match, quoi. Quand t'as fait que ça tout le long du match, à la fin, comme je disais, ça prend beaucoup d'énergie, et c'est pour ça qu'à la fin, on n'avait plus la lucidité, on était crevé, on avait des problèmes de faute, ça devenait beaucoup plus difficile à gérer. Donc voilà, on va observer ce genre de choses dans les premiers matchs de pré-saison, hein. Donc pour rappel, on joue Houston demain soir, donc dans la nuit de vendredi à samedi, 2h du matin, live tweet, hein, soyez là. Et même chose, même horaire, dans la nuit de dimanche à lundi, on rejoue au Houston, donc deux matchs de suite à domicile contre Houston. Deux matchs que va manquer Garrett Temple, puisqu'il a été testé positif au Covid avant la reprise des entraînements, donc le samedi 28 novembre, et depuis il était en isolement. Il devrait pouvoir retrouver le groupe, donc peut-être aujourd'hui, peut-être entre les deux matchs, mais en tout cas il ne pourra pas participer à ces deux premiers matchs parce que le temps qu'il fasse grimper sa condition physique, etc., il va manquer au moins ces deux matchs-là. À voir pour les deux matchs suivants, mercredi et vendredi prochain à OKC. Même chose pour Denzel Valentine qui lui est blessé aux ischios, donc à l'arrière de la cuisse, élongation de la cuisse. Et qui ne s'est pas entraîné depuis le début de la pré-saison. C'est vrai que quand les journalistes ont demandé la semaine dernière est-ce que il y a quelqu'un d'autre d'absent à part Garrett Temple, lui il l'a pris comme quelqu'un d'autre qui a le Covid, et c'est pour ça qu'il a dit non, tous les autres ça va, et c'est pour ça qu'il n'a pas parlé de Denzel Valentine qui lui donc est blessé depuis avant la reprise des entraînements.
et qui ne s'est donc pas entraîné encore avec les Bulls. Donc pareil, il faut qu'il monte en puissance au niveau de sa condition physique, etc. Donc il va manquer au moins les 2 matchs contre Houston et à voir comment ça va se passer dans les prochains jours pour voir s'il se déplace à OKC et s'il fait les matchs euh, là-bas mercredi et vendredi prochain. Donc on va suivre tout ça, mais en attendant, donc enfin, après 9 mois et 1 jour, demain on retrouve les parquets et il y aura beaucoup de choses à observer. Donc comme je viens de le dire, donc on va observer tout ça. Alors évidemment, hein, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, euh, ça va pas être nickel dès demain, hein. Il y aura forcément une période d'ajustement avec tous ces nouveaux systèmes à mettre en place, que ce soit offensivement et défensivement. Ça peut pas être parfait dès demain, surtout contre une équipe de Houston, donc qui va quand même rester solide si John Wall et Cousins jouent demain. Après, si eux jouent pas, ça va quand même être assez limité pour eux, donc on va voir ça. Mais beaucoup de choses à observer et à décortiquer dans la prochaine vidéo. Alors je sais pas encore si j'en fais une samedi juste pour revenir sur le premier match ou si j'attends les 2 premiers matchs et on en reparle par exemple mardi et après on peut parler des 2 matchs suivants à OKC. Je pense que je vais faire comme ça. Mais voilà, d'ici le premier match de saison régulière qui est le 23 décembre contre Atlanta, euh, il y aura une vidéo pour déjà revenir sur ce qu'on va voir au début de pré-saison. Une autre pour être la dernière vidéo sur l'histoire des Bulls pour voilà, parler des 3 dernières saisons et enchaîner sur celle-ci. Et une vidéo sur cette saison, qu'est-ce qu'on en attend, les attentes, voilà une sorte de preview. Sachant aussi que j'ai aussi été interrogé par QI Basket qui va proposer une vidéo sur les Bulls aujourd'hui. Donc, enfin, ou du moins un article sur la saison des Bulls à venir. Donc voilà, suivez ça aussi avec QI Basket, c'est des bons gars aussi. Donc voilà, il y a de plus en plus de previews sur la saison prochaine qui se mettent en place dans les différents podcasts, etc. Donc il y a de quoi parler, mais voilà, la mienne ce sera la semaine prochaine après avoir observé quelques matchs de pré-saison. Bref, voilà, beaucoup d'activités à venir, des vidéos, etc. Et enfin des matchs à suivre. Donc voilà, on rentre vraiment là dans le vif du sujet. C'est l'heure des matchs vraiment maintenant. Donc allez, on s'y met. Et on se retrouve très bientôt pour parler de tout ça tous ensemble. Donc les live tweets hein, et ensuite les vidéos. Donc d'ici là, continuez de bien vous porter. Mettez un masque quand vous sortez et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, go Bulls.